Bonsoir à toutes et à tous. Le pic de la 4e vague est-il derrière nous ? Le nombre de contaminations recule sensiblement. Alors question, la rentrée des classes avec une majorité d'élèves non vaccinés va-t-elle changer la donne ? Et puis plus inquiétant, faute d'immunité collective, sommes-nous à la merci d'un nouveau variant, plus transmissible, plus dangereux ? À cet égard, que penser du variant Mu? Alors Mu, c'est la 12e lettre de l'alphabet grec ancien. Ce variant est très présent en Amérique du Sud. Il a déjà été identifié en France et il inquiète l'OMS car il est, je cite, potentiellement résistant à la vaccination. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir Covid, faut-il craindre le variant Mu ? Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Paul Hamon. Vous êtes médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Professeur Odile Launay, vous êtes professeur en maladies infectieuses à l'Université de Paris, infectiologue à l'hôpital Cochin et vous êtes par ailleurs membre du comité scientifique vaccin Covid. Sophie Orange, rédactrice en chef à RTL, et vous êtes en charge du suivi de la crise sanitaire depuis ses débuts. Et enfin, docteur Hélène Rossineau, vous êtes médecin de santé publique, lauréate de l'Académie de médecine et je rappelle votre livre « Aidant ces invisibles », c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Professeur Odile Launay, alors c'est quand même la bonne nouvelle de cette rentrée. Le Figaro parle d'une France qui serait sur la bonne voie. Et c'est vrai que si on regarde les contaminations, on est à 14 000 contaminations jour. Mi-août, on était au double, à 28 000. Donc on est en voie d'atterrissage, ça y est, cette 4e vague. Je crois que oui, c'est la preuve que le vaccin fonctionne, puisque en France métropolitaine et en particulier dans les régions qui vaccinent plus, cette 4e vague a été rapidement contrôlée. C'est moins bien dans les régions du Sud où on sait que la couverture vaccinale est plus basse, et puis c'est beaucoup moins bien dans les départements d'outre-mer, les Antilles ou la Polynésie, où là on sait que la couverture vaccinale est très faible. Donc c'est, s'il était encore besoin de le démontrer, l'intérêt de la vaccination et l'importance de se faire vacciner si on veut réussir à contrôler ce virus. Sophie Orange, on a l'impression que ça ne se joue à pas grand-chose parce que, alors on est à quoi ? On est à 66% de Français complètement vaccinés. Si on regarde aux États-Unis, ils sont à 53% d'Américains complètement vaccinés. Mais alors aux États-Unis, le Delta, il fait un carnage. On est à 191 000 contaminations. Le Monde dit que c'est en train de casser l'économie américaine. On va voir la courbe des contaminations aux États-Unis. Ce Delta, en France, on le dompte. Aux États-Unis, c'est un désastre. On a toujours dit, notamment à l'arrivée du variant Delta, à la fin du printemps en France, que c'était une course contre la montre entre la vaccination et le variant Delta. C'est pour ça qu'il y a eu besoin de cet énorme coup d'accélérateur au mois de juillet. 20 millions de personnes ont été vaccinées au mois de juillet. Il y a 90 000 injections au total depuis le début de la campagne. Donc c'est vraiment une course contre la montre. Et un vaccin de plus par jour, une personne vaccinée de plus par jour, c'est une victoire contre le variant Delta. C'est pour ça qu'il faut aller chercher ces patients là où ils sont. C'est pour ça que la Sécurité sociale envoie désormais, notamment aux 600 000 patients à risque, une convocation avec un jour, un rendez-vous et un bon de transport pour venir se faire vacciner. Parce que voilà, la vaccination permet de faire basculer d'un côté ou l'autre. Et on voit ce qui se passe encore aujourd'hui dans les Antilles, où avec la 4e vague qui n'est pas du tout terminée, et en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, où la vaccination est désormais obligatoire à partir de ce week-end. Là, ça a été annoncé hier. Docteur Hélène Rossineau, c'est la presse allemande qui dit, le Die Welt, qui dit le pass sanitaire a permis de briser la 4e vague en France, alors qu'on sait qu'Angela Merkel était sceptique sur ce pass sanitaire. Dans vos cabinets, dans votre entourage, les patients, cette annonce du pass sanitaire le 12 juillet, ça a précipité, vous vous êtes rendu compte, un désir d'être vacciné au plus vite, d'en finir ? Alors, dans les centres, en tout cas dans le centre où je vaccine, je sais qu'à partir du moment où il y a eu l'annonce du président de la République, on n'était plus 2 médecins pour tourner avec quelques infirmières. D'un coup, on a demandé à quasiment tous les médecins qui pouvaient venir de faire des lignes de vaccination, de les ouvrir. On a demandé des astreintes en plus parce qu'il y a eu un énorme flot de vaccination qui a complètement déferlé. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Là, maintenant, c'est un peu... viennent se faire vacciner souvent des gens un tout petit peu moins enthousiastes qui... On le sent, se font vacciner parce qu'il faut, parce qu'ils savent que bientôt les tests vont devenir payants, parce que parfois c'est des soignants et dans leur travail, s'ils n'ont pas au moins la première dose, ça va poser souci. Et enfin, ça diminue bien. Et en juillet, ça a flambé. Sophie Orange, d'ailleurs, l'intendance suit. Est-ce qu'il y a à la fois les médecins pour vacciner et les doses ?
Oui, là, vraiment, il n'y a plus aucun problème de dose. On a à peu près 23-25 millions de doses au mois d'août. On aura autant au mois de septembre. C'est plus du tout un problème de dose. Et là, d'ailleurs, je sais pas, peut-être que ceux qui nous regardent ont remarqué que les adresses de centres de vaccination dans beaucoup de communes changent. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, ils étaient dans des énormes gymnases, des salles des fêtes. Mais sauf que la vie reprend, on s'en plaint pas. Et les maires ont besoin de leur gymnase pour faire le basket, le hand, etc. Donc, les salles de vaccination, maintenant, sont plutôt dans des salles plus petites. Et puis, comme la demande, aujourd'hui, on est à 300-400 000 injections par jour. Ce n'est pas assez. Mais la demande est un petit peu moins forte, donc voilà, ça se réorganise, mais en tout cas, clairement, il n'y a pas de problème ni de dose, ni de main-d'œuvre, et si j'ose dire, de vaccinateurs. Docteur Jean-Paul Hamon, le Figaro nous dit donc que la France est sur la bonne voie. Vous le constatez, oui, il y a de moins en moins de patients Covid dans votre cabinet. Et ceux qui sont patients positifs au Covid, quel est leur profil ? Là, pour le moment, là, moi, je viens de reprendre il y a 3 jours. J'ai pas encore vu Ah, vous n'en voyez même plus, vous ? J'ai pas vu de patient positif, mais c'est vrai que le 12 juillet, vous avez raison. Nous, au centre de vaccination à Clamart, là où on était, on voyait essentiellement des deuxièmes doses qui revenaient. Et à partir du 12 juillet, on a vu de nouveau des gens, une forte demande pour les premières doses. Je voyais. Et pourquoi alors c'était pas la peur de la maladie, c'était l'envie de rester libre, parce qu'on voyait bien que le pass sanitaire allait priver de liberté. Là, clairement, il avait quand même sorti le bâton. Là. C'est vrai que la peur du gendarme a fait de l'effet. C'est vrai qu'il fallait le faire parce qu'on sentait que les gens les plus motivés étaient déjà vaccinés. Ouais. Et puis les autres sont venus. C'est bien. Maintenant, pour les scolaires, il va falloir quand même compléter les scolaires. Et quand je voyais j'entendais Jean-Michel Blanquer dire que la médecine scolaire n'était pas adaptée à une vaccination, je vais vous dire... On va revenir. On a un très beau sujet sur les enfants et la vaccination. Non, simplement, on revient maintenant sur la situation en France. Donc, on l'a dit, une baisse des contaminations lente mais constante. En métropole, ouais. La rentrée s'accompagne de cette bonne nouvelle pour la France métropolitaine. Mais il suffit de regarder la situation ailleurs sur la planète pour nuancer cet optimisme. En Israël, les courbes s'envolent. Aux États-Unis, on l'a dit également. En Colombie, c'est le variant Mu qui fait des ravages. Vous voyez ce sujet de Romain Besnénou et Michel Bouilly. Ils enfouissent les cendres de leurs proches, décimés par le Covid, victimes pour la plupart d'une nouvelle souche du virus, le variant Mu. Il a fait des ravages en Colombie lors de la dernière vague au printemps, plus de 700 morts par jour. Le variant Mu, désormais majoritaire dans le pays. Il y a eu plus de 100 000 morts en Colombie à cause du Covid. Ça nous a tous fait beaucoup réfléchir. On doit rester extrêmement prudent et prendre nos précautions. Le variant Mu, aussi appelé B1621, a été classé comme étant à suivre par l'OMS cette semaine. Il est présent dans 42 pays, surtout en Amérique latine. Quelques cas ont été détectés en France. Le variant Mu ne représente que 0,1% des contaminations mondiales, mais l'une de ses caractéristiques inquiète particulièrement les scientifiques. Il ne s'est pas répandu pour l'instant dans le monde, mais c'est un variant qui effectivement aurait une séquence génétique, un génome, qui lui permettrait d'échapper un peu aux vaccins actuellement disponibles. Le département de la santé britannique observe une réduction de l'efficacité des vaccins avec le variant Mu, similaire à celle observée pour le variant Beta, le variant sud-africain. Aux États-Unis, où le variant Mu est présent sur tout le territoire, les autorités surveillent, mais restent confiantes. Il n'y a pas de données cliniques sur la résistance du variant B1621. Les études qui existent ont été faites en laboratoire. Mais nous prenons le problème très au sérieux. Je rappelle tout de même que malgré l'apparition de variants plus résistants au vaccin, la vaccination reste efficace. Vacciner, oui, mais à quelle dose ? Alors que l'apparition de variants fait craindre une nouvelle vague, certains pays procèdent à des 3e injections. C'est le cas en Israël, où les hospitalisations restent maîtrisées, mais les contaminations sont au plus haut depuis le début de la pandémie. Les vaccins ARN perdraient en efficacité avec le temps. Il faut savoir que les gens âgés, les gens des maisons de retraite ont été vaccinés tous en janvier, pas en février, mars, avril, en janvier. Donc on est 7 mois après la vaccination. Et je peux vous dire, sur le travail que moi je fais dans les maisons de retraite, c'est très clair. Les gens ont encore
un peu d'anticorps, mais pas suffisamment pour être protégé à 100%. Le problème se pose aussi en France, où la campagne de rappel a déjà débuté. Vous êtes venu faire votre troisième injection. Sont concernées les personnes les plus âgées, les plus fragiles, vaccinées il y a plus de 6 mois. D'ores et déjà, et en à peine 48 heures, ce sont plus de 200 000 de nos compatriotes qui ont pris un rendez-vous pour la troisième injection. Le 11 septembre commencera la grande campagne de rappel dans les EHPAD et dans les unités de soins de longue durée. En France, la situation s'améliore. Le nombre d'hospitalisations et de décès diminue. Les contaminations aussi depuis 2 semaines, à environ 13 000 cas par jour. La 4e vague semble maîtrisée. Reste l'inconnu variant et le risque d'une 5e vague dans les prochaines semaines, mais pas de quoi faire changer d'avis les opposants au pass sanitaire qui manifestaient cet après-midi pour un 8e samedi consécutif. Alors, question téléspectateur, docteur Jean-Paul Hamon. La mortalité élevée du variant mu en Colombie est-elle due au virus lui-même ou au manque de moyens du système de santé du pays? Je précise qu'en Colombie, ils sont à 700 morts par jour. Hein. Donc c'est pour un pays de 50 millions d'habitants, donc moins peuplé que chez nous. Ils étaient vaccinés, ils n'étaient pas très vaccinés, ils étaient vaccinés à 29%, je crois. Donc ça explique ça quand même. Hein. Il n'y a pas eu une campagne de vaccination massive. Et je pense que le système de santé n'est pas le même que du même niveau que chez nous. Mais clairement, le défaut de vaccination, c'est 29%, ça fait des dégâts. Aux Antilles, 20%, c'est catastrophique. Donc clairement, là, les gens qui s'opposent à la vaccination actuellement, il n'y a pas besoin de leur faire, il faut leur faire un dessin. Quoi. Sauf que Sophie Orange, l'OMS dit, ce variant mu, pourquoi il nous inquiète, c'est qu'il est potentiellement, il y a une phrase, il a un potentiel d'évasion immunitaire. Ce sont des termes compliqués, veut dire que le vaccin ne marche pas contre lui, quoi. Pas forcément que le vaccin ne marche pas, mais en tout cas qu'il est peut-être moins efficace. Alors pourquoi est-ce que l'OMS a changé la catégorie de ce variant? C'est surtout pour la situation sud-américaine, où malgré l'arrivée du variant Delta, le variant mu a l'air quand même de résister, en tout cas de ne pas s'effacer devant le variant Delta, qui est devenu complètement dominant en France, qui a écrasé absolument tous les autres en 3 mois, peut-être jusqu'au prochain. Mais si vous voulez, ce variant mu, alors en France, il a été détecté pour la première fois au mois de mai. Mai, juin, juillet, les enquêtes flash, le criblage, le séquençage, qui est la surveillance aujourd'hui quasi quotidienne de l'épidémie en France. Donc ce virus a été détecté à partir dans la semaine du 19 mai et il a un petit peu disparu au mois d'août. Donc mai, juin, juillet, mais au total en France il y a une centaine de cas très sporadiques à droite à gauche en France. Voilà, il inquiète. Il y a une surveillance internationale. Tout le monde se parle au niveau international évidemment, mais pour le moment en France c'est plus la vigilance que l'inquiétude sur le variant mu. Professeur Odile Lenné, en fait c'est la mauvaise nouvelle comme cette rentrée, c'est que l'immunité de groupe, on ne l'aura pas. Donc ce virus, on voit, il circule, même le Delta, il circule. Alors il ne nous met pas à l'hôpital, mais le Covid est là, il restera là. Et donc on est exposé à de nouveaux variants, dont peut-être un jour un très méchant nous tombera dessus. Moi, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'immunité de groupe n'existe pas. On n'aura pas le zéro Covid. Si on entend par l'immunité collective le fait qu'on va réussir à empêcher complètement la circulation du virus, c'est quasiment impossible. Par contre, on a une immunité de groupe, c'est-à-dire que si on arrive à des couvertures vaccinales très élevées, ce qui commence à être le cas en France, on a un impact sur la circulation du virus et sur le nombre de contaminations, ce qu'on voit là, et sur le nombre d'hospitalisations. Donc il y a une immunité de groupe, c'est évident. Quand on est vacciné, on est moins à risque d'être infecté et du coup moins à risque de transmettre, même si le vaccin n'empêche pas complètement la transmission. Alors les variants, c'est aujourd'hui toute l'inquiétude qu'on a. On sait qu'il y a des variants plus transmissibles, il y a des variants qui sont potentiellement plus graves. C'est le cas du variant Delta, il est à la fois plus transmissible et plus grave. Les Anglais ont rapporté récemment une étude qui montre qu'il y a plus d'hospitalisations avec ce variant qu'avec le variant Alpha. Et donc, on va être maintenant à la surveillance est très intense pour essayer de savoir quels sont ces variants qui vont arriver. Et les enjeux aujourd'hui, c'est la dose de rappel pour mettre les anticorps à des titres les plus élevés possibles, et c'est aussi de vacciner au niveau international pour éviter au maximum la circulation du virus et la mise en évidence de ces nouveaux variants. On est tous inquiets effectivement de variants qui seraient moins sensibles à l'immunité vaccinale ou à l'immunité naturelle qu'on peut développer quand on a été infecté. Donc oui, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur ces variants et le risque potentiel, qui n'existe pas aujourd'hui, mais de variants qui seraient moins bien contrôlés ou voire pas contrôlés par les vaccins actuellement disponibles. C'est terrible, docteur Hélène Rossignol, parce qu'on espérait un jour mettre un point final à cette épidémie. En fait, le terme vague est très bon. On attend la prochaine vague. On aura une 5e vague à la faveur d'un
nouveau variant qui s'appellera Mu ou d'une autre lettre de l'alphabet grec? Oui, et j'espère qu'on ne changera pas d'alphabet. Il y a 24 lettres. Non, il n'y a que 24 lettres. C'est vrai que pour moi, là, va se poser une vraie question de diplomatie de la santé, très clairement, parce qu'on a une partie des pays qui sont déjà extrêmement bien vaccinés, on en fait partie, on a des continents entiers qui sont à 1 ou 2%, je pense à l'Afrique par exemple, et on est en train de se rendre compte, enfin on le savait, mais là le monde commence vraiment à se rendre compte qu'une pandémie, on ne l'appelle pas comme ça pour rien, c'est une épidémie qui touche tout le monde, et que si à certains endroits de la planète on n'est pas assez vacciné, eh bien, c'est comme ça que des variants risquent de se créer et finalement arriver chez nous derrière. En Colombie, 39% des contaminations sont dues à ce variant Mu. Oui, mais c'est comme ça qu'on voit même des dissensions à l'intérieur de l'OMS. Quand on voit Joe Biden aux États-Unis qui dit « Oui, on accuse les États-Unis de ne s'occuper que des États-Unis », mais pas du tout. On s'occupe des États-Unis et on s'occupe du monde. Quand il s'apprête à lancer la 3e dose, c'est vrai que... c'est des vraies questions politiques qui vont plus loin que juste la santé, mais qui sont extrêmement importantes. Jean-Paul Hamon, d'ailleurs, cette 3e dose qui est recommandée maintenant pour les Français immunodéprimés, on vous la réclame? On vous dit, écoutez, moi, on nous parle de variant Mu, c'est peut-être l'occasion de se faire un petit rappel? On a commencé à en parler, mais les patients nous la réclament, c'est vrai. Ah oui? Mais ce que vous disiez, c'est vrai, parce qu'on est contraint maintenant à la solidarité internationale. Ça, alors là, vraiment, c'est vraiment... Là, on va être contraint, quoi. C'est pas en donnant 10 millions de doses par-ci, par-là qu'on va réussir à s'en sortir. Là, on est contraint de vacciner les pays qui n'ont pas les moyens de se payer des vaccins. En attendant, les plus de 80 ans, ils disent, écoutez, moi, j'aimerais... j'espère que mon heure n'est pas arrivée. Et donc, est-ce que si vous avez une 3e dose, je serais ravi, docteur? Oui, mais alors les plus de 80 ans, parlons-en, parce que là, moi, la caisse d'assurance maladie, ça fait juste 5 mois que je demande qu'ils m'envoient la liste des personnes à risque qui ne sont pas vaccinées. J'ai encore vérifié tout à l'heure avant de venir. Vous n'avez pas de listing de vos patients? J'ai reçu, alors, ils ont la liste de mes patients médecins traitants. J'ai 2442 patients médecins traitants. J'ai 450 personnes qui sont en affection de longue durée. Et donc, j'aimerais bien savoir, parmi ces personnes-là, quelles sont celles qui ont été vaccinées et quelles sont celles qui ne le sont pas. J'ai reçu une liste de 521 noms. J'étais à 541 le 8 août. Là, aujourd'hui, je suis à 521 noms. Et quand j'ai regardé rapidement cette liste de 521 noms, je me suis aperçu qu'il y avait des gamins de 12 ans donc, qui ne sont pas éligibles. Je me suis aperçu qu'il y avait des gens que j'avais moi-même vaccinés, qui étaient dans la liste. Donc, si vous voulez, ce serait bien que la Sécu fasse un petit peu d'effort. Si le message est passé. Les personnes à risque qui ne sont pas vaccinées actuellement. Sophie Orange, on est à 72% de Français vaccinés. Le professeur Odile Launay nous rappelait ô combien plus il y a de Français vaccinés, plus on se protège quand même, parce que une fois qu'on est vacciné, d'abord on ne va pas à l'hôpital et le virus il a plus de mal à circuler. C'est bon, on va continuer de monter ou bien là on commence à repatiner là? Très clairement ça repatine. Je disais tout à l'heure, on est à 300-400 000 injections par jour contre, au mois de juillet, on atteint les 800 000, donc c'est quasiment 2 fois moins. Donc effectivement, c'est pour ça que ce week-end on peut se vacciner partout, dans tous les centres sans rendez-vous, ceux qui sont ouverts en tout cas. Clairement, il y a une volonté de relancer on peut maintenant, il n'y a plus besoin de prendre rendez-vous? Juste pour ce week-end, c'est une opération pour ce week-end. Donc plutôt pour demain, maintenant c'est sans doute un peu tard pour ce soir, mais pour demain, vaccination sans rendez-vous dans les centres en France qui ont pu mettre en place une organisation logistique. Après, ces chiffres vont monter sans doute aussi grâce à la vaccination dans les collèges et les lycées, parce qu'il y a des centres qui vont se mettre en place à proximité de ces collèges, et aussi parce que dans certains départements, les lycéens, les collégiens vont être emmenés en bus dans un centre de vaccination pour être vaccinés. Donc très clairement, l'objectif, c'est que ce chiffre monte, et sur les 3e doses, il y a à peu près 12 millions de personnes qui sont éligibles avant la fin de l'année, au-delà de 65 ans. Donc toutes les personnes qui ont eu leur 2e dose il y a 6 mois sont éligibles à une 3e dose. Docteur Hélène Rossineau, est-ce que vous avez des patients d'ailleurs qui vous disent qui sont peut-être pas éligibles, mais qui disent pourquoi pas une 3e dose? Et d'ailleurs, comment sait-on si on est immunodéprimé? Comment une personne de 70 ans, est-ce qu'elle sait si elle a des anticorps ou si elle n'en a pas, si elle est exposée ou pas? On peut toujours aller faire... Alors, immunodéprimé et avoir des anticorps, pour ça, c'est pas tout à fait la même chose. Si on est immunodéprimé, en général, on a une pathologie qui est avec ou un traitement qui provoque cette immunodépression. On le sait. On est en général au courant. Il y a toujours des exceptions, mais on est en général au courant. Est-ce qu'on a des anticorps ou pas après ces 2 doses ? On va bientôt pouvoir faire des sérologies pour le savoir, mais c'est pas en routine. Tout le monde n'est pas censé se précipiter pour faire des sérologies pour le savoir. Si on dépasse les 65 ans, aujourd'hui, on est directement éligible. Quoi qu'on en pense, c'est ce qui a été décidé pour la France.
Je vois passer beaucoup de demandes, par exemple, sur les réseaux sociaux, des gens qui ont 40, 45 Voilà. ans, qui me disent Et moi j'ai pas 65 ans, mais j'ai de l'hypertension, je suis obèse, est-ce que vous pensez que je peux y aller Ou d'autres, même qui n'ont rien du tout, qui sont en pleine forme et qui veulent y aller aussi. Et d'autres qui disent non, on a déjà fait les 2 doses, c'est bon, ça suffit, on va pas y retourner maintenant. Il y a un peu de tout. Professeur Odile Launay. Oui, je voulais juste préciser qu'en fait, la 3e dose ne répond pas exactement aux termes qu'on souhaite exprimer. Il y a la 3e dose pour les immunodéprimés, où en fait, il leur faut 3 doses pour essayer d'induire des anticorps. Et puis, il y a la dose de rappel, qui est maintenant mise en place pour les personnes de plus de 65 ans, qui correspond en fait à ce qu'on appelle un rappel, qu'on a l'habitude de faire en vaccinologie, qui a pour objectif d'augmenter la réponse immunitaire et d'avoir des titres en anticorps élevés. Donc ce n'est pas exactement la même chose. La 3e dose, elle vient plutôt pour essayer d'augmenter la proportion des gens immunodéprimés qui répondent à la vaccination. La dose de rappel, elle vient à distance, au moins 6 mois, comme vous l'avez dit, de la 2e dose ou de la 3e dose pour les immunodéprimés. Et cette dose de rappel, elle a vraiment pour objectif de restimuler, de booster le système immunitaire pour assurer une protection plus importante et de plus longue durée. Mais tant qu'il y aura du Covid sur Terre, il faudra passer par des rappels comme pour tous les vaccins. Alors pour l'instant, c'est difficile de le dire, mais c'est très probable. La question qui va se poser, c'est dans quel délai on va devoir faire ces rappels. On sait que pour la grippe, par exemple, c'est tous les ans, mais pour le tétanos, la diphtérie, c'est tous les 20 ans, puis tous les 10 ans à partir de 65 ans. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire. Ça va dépendre des données qu'on va avoir. Alors justement, question téléspectateur, le vaccin de Pfizer protège-t-il efficacement contre le variant mu ? Alors pour l'instant, les données qui sont disponibles ne sont pas très inquiétantes. On n'a que des données qu'on appelle in vitro, c'est-à-dire on utilise les anticorps et on regarde quelle est leur activité sur ce variant. Il y a une baisse de l'efficacité, mais on l'a aussi avec le variant Delta, on l'a avec le variant sud-africain, le variant Beta, mais ça n'a pas un impact majeur sur le risque de faire une forme grave. Maintenant, il faut attendre d'avoir plus de données et évidemment, ça fait partie des questions qui sont posées. D'accord. Et est-ce qu'on peut revoir la composition du vaccin pour s'adapter, pour qu'il fonctionne mieux contre un nouveau variant ? Alors oui, c'est ça aussi la bonne nouvelle de ces vaccins, c'est qu'en fait, ils sont très faciles à mettre au point. Moderna disait que 48 heures après qu'il ait eu le génome du virus au début de l'année 2020, il avait déjà construit son vaccin. Donc là, ça va être aussi une possibilité. Si vraiment on a un variant qui arrive qui n'est plus couvert par l'immunité conférée par les vaccins déjà disponibles, ça sera une possibilité. Pour l'instant, ce n'est pas utile. Et ce qui est proposé et ce qui montre son efficacité, et c'est pour ça que certains pays l'ont mis en place, et la France, c'est de faire cette dose de rappel et d'avoir des titres en anticorps plus élevés pour être plus efficace. Attraper le Covid alors qu'on est complètement vacciné équivaut-il à une 3e dose ? Si je suis vacciné, boum, on peut quand même attraper le Covid. Oui, bien sûr. Donc ça fait office de rappel. Ça, c'est l'une. Alors, 72% des Français ont une dose, ça veut dire qu'il y a 28% qui ne sont pas du tout vaccinés. 9 millions de personnes à peu près. Voilà, 9 millions de personnes. Quel est le profil de ce sont des gens qui estiment qu'ils n'ont plus peur du Covid, ils n'ont pas peur du Covid, ou ils ont plus peur de la piqûre que du Covid, c'est alors, ça, Sophie Orange ? Je pense que sur 9 millions de personnes, il y a sans doute autant de profils. Il y a toujours, sans doute parmi ces personnes-là, des personnes très isolées, auxquelles on ne passe pas forcément, qui sont dans des zones rurales. Mais quand je dis très isolées, c'est-à-dire qu'ils doivent parler à personne pendant une semaine entière. C'est des gens qui vivent chez eux, un peu reclus, qui n'ont pas accès à l'information. Voilà, donc il y a cette partie-là. Après, il y a des raisons, j'allais dire, de conviction philosophique, qui ont peur du vaccin. Il y en a aussi qui font de la politique. Chez les soignants, moi j'ai déjà interviewé ou parlé à des médecins et qui me disent, voilà, des soignants font de l'anti-macronisme en refusant de se faire vacciner. L'hôpital n'a pas de moyens, je ne me vaccine pas, je ne vois pas pourquoi. Voilà, je pense que c'est très divers, un petit peu comme les gens qu'on voit dans les manifestations, encore cet après-midi, des profils très divers de gens qui sont opposés à la vaccination. Mais après, ces gens-là, à partir du 15 octobre, s'ils veulent avoir une vie normale, devront payer quelques dizaines d'euros pour se faire tester, pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour revivre normalement. Jean-Paul Hamon, que vous disent-ils, ceux qui refusent de se faire vacciner ? Quel est leur profil ? Essentiellement, ceux que je vois en consultation, c'est des gens qui ne sont pas anti-médecins parce qu'ils viennent consulter déjà. C'est une autre chose. Non, ils ont tout simplement peur. Ils disent peur de quoi ? Peur. Ils disent que c'est un vaccin qui s'est fait très vite, etc. Donc il faut quand même les rassurer, leur dire que les vaccins ARN, c'est quand même quelque chose qui est connu depuis un moment, que toutes les mesures ont été absolument protégées, été respectées, que jamais il y a eu un médicament avec un effet secondaire qui n'a pas été connu immédiatement dans l'ensemble
l'ensemble de la planète, et puis que les États-Unis viennent justement d'accorder. On disait que c'était un vaccin qui était sous condition. Là, les États-Unis viennent actuellement de dire définitivement d'accorder l'autorisation de mise sur le marché définitive. C'est plus du tout une mise conditionnelle. Au début, on disait que pour les femmes enceintes, par exemple, il fallait attendre le dernier trimestre. Là, maintenant, on peut vacciner les femmes enceintes à tout moment. Donc, clairement, on voit que c'est un vaccin qui est connu, qui a peu d'effets secondaires, donc, et que le bénéfice... oui, mais alors... non, mais c'est ça. On va vous dire, à l'horizon de 10 ans, on n'en sait rien, puisque ça non, fait mais pas à l'horizon 10 ans. de 10 ans, non, mais attendez, ça, alors là, les infectiologues pourront vous en parler plus savamment que moi, mais franchement, à 10 ans, il n'y a pas d'action sur le capital. Professeur Launay, justement, on a quand même eu des médicaments, alors pas des vaccins, mais des médicaments, on s'est rendu compte 10-15 ans après qu'ils avaient eu des effets dévastateurs. Enfin, c'est les scandales sanitaires, je ne vais pas vous faire la liste, mais on en a beaucoup parlé. Oui, mais quand on regarde l'histoire de la vaccination, ça n'existe pas, en fait. Pas en vaccination. Ça n'est jamais arrivé. Les vaccins, comme les médicaments, peuvent avoir des effets indésirables, mais ces effets indésirables, ils surviennent dans les jours, dans les semaines, après la vaccination. Il n'existe pas dans l'histoire de la vaccination d'effets indésirables qu'on puisse rapporter à la vaccination qui aient été détectés des années après la vaccination. Aujourd'hui, on est très rassurés. Il y a eu plus de 5 milliards de doses qui ont été administrées. Il y a une pharmacovigilance qui a été mise en place avec un niveau jamais égalé. Jamais on a pu mettre en place des campagnes de vaccination aussi rapides, une surveillance d'aussi bonne qualité. Donc autant en janvier, en février, on pouvait avoir des inquiétudes. Je crois qu'aujourd'hui, on est rassuré. Voilà. Il faut dire aussi, je crois que dans les gens qui n'ont pas encore été vaccinés, c'est beaucoup des gens de niveau socio-économique plus faible. On le connaît en prévention, on sait que c'est des gens qui sont moins accessibles à la prévention et toutes les enquêtes qui ont été faites retrouvent ces données-là. C'est-à-dire que les personnes qui ont des niveaux socio-économiques plus faibles, moins d'accès finalement à l'information, vont être beaucoup plus sensibles à tout ce qui circule, à toutes ces fake news qui circulent sur les réseaux sociaux et qui aujourd'hui sont incroyablement nombreux. On l'a évoqué, le fait que les femmes vont être stériles, le fait que ça va développer des effets indésirables dans les années qui viennent, que les gens qui ont été vaccinés vont tous mourir à 2 ans, à 5 ans. Enfin, et nous, dans les patients qu'on voit, beaucoup disent mais on ne sait pas, on est inquiet, il y a beaucoup... Non, il faut les rassurer, il faut leur dire qu'il y a des études, on sait, et que les médecins se sont fait vacciner à plus de 95%. Donc si vraiment on était inquiet, on ne se serait pas fait vacciner. Pourtant, Sophie Orange, ça mobilise des dizaines de milliers de gens dans la rue quand même. Hein. Alors c'est surtout contre le pass sanitaire. Voilà, dans les défilés, il y a des vaccinés. Je cite Laurent Berger. Ah oui, il y a des vaccinés. Oui, parce que justement, il y a l'aspect médical sur le vaccin, et puis il y a l'aspect je ne suis pas libre avec le pass sanitaire. Je ne suis pas un QR code. Voilà, je ne suis pas un QR code. Après, on nous avait promis... Il y a des gens infréquentables, dit Laurent Berger de la CFDT, parmi ceux qui manifestent. Je laisse libre de ses propos, parce qu'effectivement, des profils politiques qui ne sont pas les siens, parce qu'il y a beaucoup de personnes d'extrême droite, antisémites, on a vu les dérives inadmissibles dans les défilés. Mais voilà, c'est vrai que cette vaccination fait débat, le pass sanitaire fait débat. On nous avait promis des embouteillages devant le restaurant à cause du pass sanitaire, ça se passe quand même en une demi-seconde. Voilà. Il n'y a qu'un endroit dans les trains, je ne sais pas si dans les trains quelqu'un a été contrôlé en France. Ils disent qu'ils contrôlent 25%. Vous êtes la première personne. Ils contrôlent 25%. Vous êtes la première personne. Professeur aussi, docteur Rossino, sur le profil de ces gens de ces 28% de Français qui n'ont pas été vaccinés. Alors même si dans les 28%, il y a les enfants de moins de 12 ans. C'est 9 millions de personnes. C'est la moitié, 9 millions. Moi, je dirais qu'il y a 2 catégories. Une petite catégorie qui est très bruyante, ultra complotiste, haineuse, assez violente, qu'on voit particulièrement sur les réseaux sociaux, qui ont une imagination débridée en termes de menaces, d'insultes, de diffamation et autres. Franchement, c'est bon. Je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui passent un peu leur temps les week-ends à aller porter plainte une fois de temps en temps quand même. Parce que, bon, il y a quelques journaux aussi particuliers qui s'amusent à faire ça. Et puis, il y a l'autre catégorie de gens qui a peur. Quand j'avais ouvert avec certains confrères mes messages privés sur les réseaux sociaux en disant on ne vous jugera pas, si vous avez des questions, allez-y, posez-les en privé, parce qu'on peut comprendre que c'est difficile de les poser en public. Alors, on a été submergés. J'ai eu plusieurs milliers de messages, j'ai mis plus de 3 semaines à répondre. Je m'y attendais pas vraiment. Ils commençaient quasiment tous par « Docteur, j'ai peur ». De quoi alors ? D'un petit peu ce que vous disiez. Et puis alors, certains médecins qui disaient oui, vous avez une situation de santé un peu fragile, ne vous faites pas vacciner maintenant, attendez le vaccin français. Celle-là, j'ai beaucoup de mal à la comprendre. Ou des choses qu'ils ont entendues, effectivement, ils ne savent pas faire le tri quand ils disent bah oui, vous êtes médecin, vous nous dites ça.
Mais on a entendu un autre médecin qui disait autre chose. Alors comment est-ce qu'on tranche entre les deux, lequel a raison? On n'a pas les outils pour comprendre forcément les études. Et puis, en plus, pour savoir les lire, pour savoir les interpréter, c'est pas parce qu'un papier est sorti en préprint qu'il est à prendre immédiatement comme la vérité ultime. Donc, c'est très compliqué pour eux. Mais en général, après quelques minutes de discussion, ça va mieux. Il y a besoin de temps. Professeur Lenné, comment, en tant que scientifique, comment vous réagissez quand les Français ont besoin, ils disent « mais je veux comprendre, je veux être sûr, etc. » On est bien incapable, on n'est pas des docteurs en biologie comme vous, etc. Non, mais je pense qu'il faut réussir à expliquer avec des termes qu'on essaye de simplifier. Mais il y a aussi... moi, je trouve ça plutôt bien. La parole des sachants est parfois challengée. Voilà. Oui, challengée, mais ça, c'est plutôt bien. Je pense qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe, que le français ait envie de comprendre, ça me paraît logique. Après, le problème, c'est que l'éducation telle qu'elle est faite au lycée et puis ensuite à la fac laisse quasiment aucune place à la santé. C'est à peine si les gens savent où est le poumon, ce qu'est un lymphocyte, comment on répond à un vaccin. Alors, et donc, il y a sûrement des choses à faire. Vous sortez les arguments scientifiques, vous, pour convaincre les gens du bienfait de la vaccination? On peut essayer, et puis après, je crois qu'il faut trouver effectivement ce que vous disiez, c'est-à-dire pourquoi la personne ne s'est pas fait vacciner. Est-ce que c'est une inquiétude? Est-ce que c'est parce qu'on lui a dit qu'il ne fallait pas le faire? Est-ce que c'est parce qu'on lui a parlé de stérilité? Donc voilà, essayer de répondre avec des éléments, et en sachant qu'il y a quand même une proportion qui est complètement anti-vax, et cela, ça ne sert à rien. Il n'y a aucun raisonnement qui permettra de les convaincre. Et Sophie Orange, ça commence souvent par « j'ai lu sur Internet que… » Oui, j'ai lu sur les réseaux sociaux, j'ai lu sur Internet qu'on peut ne pas avoir d'enfants, on peut avoir des effets secondaires. Mais il faut quand même, en France, par exemple, en quelques mois, ça a basculé. En novembre 2020, 60% des gens n'allaient pas se faire vacciner. En septembre 2021, 80% sont vaccinés. Donc il y a quand même eu beaucoup de chemin parcouru grâce à des explications scientifiques et claires. Docteur Ossino, le pass sanitaire, vous l'avez montré de bonne grâce au contrôleur SNCF? Non, parce que souvent, c'est pas grave de se faire contrôler. On dit, mais j'ai tout bien fait. Non, là, au contraire. Ça a pris. Ils contrôlaient déjà, de toute façon, le billet juste derrière. Ça a pris 30 secondes. Non, mais ce qui est plaisant aussi, c'est que le pass sanitaire est exigé dans les TGV, mais dans les TER, non. Mais pour venir à Paris, c'est toujours un peu surprenant, ce genre de choses. Juste un petit point quand même, parce qu'on est 3 médecins autour de la table. Il y a quand même un point qui nous manque. On n'est pas formés en communication. On n'apprend pas aux jeunes médecins aujourd'hui à parler vraiment, à expliquer, à vulgariser. Moi, je trouve que ça manque. Il y a un vrai travail à faire sur ce sujet. Bon, enfin, là, quand même, on est quand même ce qui se passe aux Antilles et ce qui se passe ici, c'est quand même. Ça fait 1 an et demi qu'on y est. Si on avait commencé à communiquer correctement, il y a les gens n'ont pas compris la utilité du vaccin avec ça. 12 millions, on parlait de l'école tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais rebondir. 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école jeudi dernier. Et bien sûr, on s'interroge sur la contamination des enfants et des adolescents dans les classes, à la cantine, dans les cours de récréation. En très grande majorité asymptomatiques, certains enfants et adolescents tombent malgré tout malades. À Nice, un service pédiatrique dédié au Covid vient d'ouvrir. Des enfants dont les parents, bien souvent, vous allez le voir, ne sont pas vaccinés. Reportage de Mélanie Nunes, Arnaud Fora et David Lemarchand. T'as fait le roi, tu rigoles. T'es un coquin, toi. Des moments de complicité retrouvés. À 5 mois, Gabano a de nouveau le sourire. Il y a 3 semaines, ce bébé est tombé très malade du Covid-19. On a été hospitalisé pendant 3 jours, donc il a fait le test PCR dans le nez, cathéter, prise de sang, la fièvre, la toux, le nez qui coule, la muqueuse de l'œil toute rouge, enfin vraiment dans un état, je l'ai jamais vu comme ça, quoi. Enfin, à 5 mois, c'est vrai que c'est choquant quand même. À quelques degrés près, il partait en réanimation, c'est pas la même chose. Intuber un enfant à cet âge-là, c'est dangereux, ça peut faire des dégâts. On a eu beaucoup de soucis. Ses parents étaient aussi positifs. Ils sont persuadés d'avoir transmis le virus à leur fils. Pourtant, ils assument de ne pas être vaccinés. C'est injecter un vaccin qui a été créé en 1 an aussi. Voilà, je pense qu'on n'a pas assez de recul sur ce que ça peut faire avec les années, quoi. On ne sait pas vraiment. J'ai vu des gens alité pendant 1 semaine avec 42 fièvres après vaccination. On me dit que tout vaccin fait ça. J'ai été vacciné depuis mon enfance, j'ai jamais eu ça. Est-ce que vous regrettez de ne pas vous en faire vacciner ? Regretter, non. Il va bien, c'est le principal. Après, peut-être si ça serait mal passé, on ne serait pas en train de dire ça au jour d'aujourd'hui. Mais la fatalité, il y en a tellement, donc voilà. De jeunes parents non vaccinés qui contaminent leurs enfants, c'est devenu une réalité dans plusieurs villes en France, comme à Nice, depuis cet été. Dans ce service pédiatrique, une unité Covid a été mise en place pour les enfants.
Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi tout, qu'est-ce qui vous amène? Ça fait depuis 14 jours qu'il fait de la fièvre. Il a tous les jours la fièvre depuis 15 jours. Il y a des jours où il n'y en a pas eu? Non, il n'y a qu'un seul jour où il n'en a pas eu, mais l'après-midi. D'accord. Allez, on fait le téléphone? Allô? Ce matin-là, une nouvelle suspicion de Covid-19 pour ce tout petit. Les petits comme ça, pour le moment, de moins de 6 ans, il n'y a pas d'indication enfin de moins de 12 ans même, il n'y a pas d'indication à la vaccination. Donc le seul moyen de les protéger, c'est de vacciner les parents. Dans l'idéal, il faudrait qu'elles se fassent vacciner. Et vous, madame, pourquoi vous n'êtes pas fait vacciner? J'entends les conseils, mais je préfère attendre un peu. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui sont tombés malades, tout ça, donc après le vaccin, donc je préfère attendre. Dans ce service, 7 enfants sont actuellement hospitalisés suite au virus, et souvent très jeunes. Ça a augmenté progressivement au mois de juillet. Et là, c'est vrai que là, on en est à 35 patients hospitalisés au mois d'août. Plus d'enfants dans les services, car le variant Delta se répand aussi plus vite. Le variant n'est pas plus dangereux, encore une fois, mais par contre, il est plus contagieux. Donc s'il y a beaucoup plus d'enfants qui sont malades, le pourcentage de complications va forcément augmenter avec. Les complications, ça peut être une détresse respiratoire, ça peut être juste sur le fait que la fièvre elle soit mal tolérée, donc du coup, ils ne s'alimentent pas, ils peuvent se déshydrater. Mais il y a beaucoup de signes digestifs aussi, donc ça peut être une déshydratation suite à une perte de substance, d'hydratation. Mais le Covid peut s'installer aussi durablement dans la vie des plus jeunes. C'est le cas de Sarah, 15 ans. Tu te sens comment avant la reprise? Fatiguée un peu, mais... Toujours? Oui. Pas de changement? Par rapport à avant le Covid, ça se passe comment? C'est plus comme avant, du coup, mais... Ouais. Malade en novembre dernier, hospitalisé pendant 4 jours, le Covid a laissé des traces pendant plusieurs mois. On essayait de marcher, le maximum c'était 3 minutes dans l'allée et elle était obligée de rentrer et je ne pouvais même pas la faire marcher tous les jours. C'est vraiment fatigue, maux de tête et impossibilité de me concentrer. Même dans ma classe, il y en a qui demandaient à mon prof ce qui se passait, parce que j'avais eu le Covid, mais pourquoi j'étais si longtemps absente, etc. Déscolarisé pendant plusieurs semaines, son défi pour la rentrée, reprendre l'école, tout simplement comme avant. Alors, question téléspectateur, il y aurait déjà des écoles fermées, n'est-ce pas inquiétant, Sophie Orange? C'est le Dauphiné d'ailleurs qui nous dit, il y a déjà des classes fermées, qui l'affirme même à la une. Il y en a déjà et il y en aura encore, j'ai envie de dire, forcément. C'est quoi la règle? Un élève positif, au primaire, hein. Un élève positif, la classe ferme. Donc forcément, il y aura des cas. Il y en a eu donc, dans le Dauphiné, il y en a à Cherbourg, j'ai vu passer, à Marseille. Voilà, ça commence et forcément, ça va augmenter. Et alors, à partir de la 5e, là, chez les 12-17 ans, quelle est la règle? Alors la règle, c'est que seuls les non-vaccinés rentrent chez eux et les vaccinés peuvent suivre. Alors ça va créer des polémiques, on s'y apprête. Voilà, c'est sûr qu'il y en aura la semaine prochaine, la semaine d'après, ça va venir. Après, voilà, il y a toujours eu des classes fermées, à peu près 0,2-0,3% des classes sont fermées en moyenne en temps de Covid. Il y a un exemple à La Réunion là, qui a rouvert ses écoles, enfin la reprise après les vacances le 16 août. Pour le moment, donc 15 jours, 3 semaines après, il n'y a pas un déferlement de nouvelles contaminations. On verra ce qui se passe en métropole. Docteur Hélène Rossineau, Sophie Orange vient de rappeler la règle. Un enfant de 3e, par exemple, s'il y a un cas de Covid, si les vaccinés, ils ont toujours cours, et les non vaccinés, ils rentrent chez eux, ils suivent le cours à distance. Est-ce que vous avez des parents, vous leur dites, mais attention, vaccinez vos enfants, parce que sinon, non seulement il ne pourra pas faire de sport à partir du 30 septembre, mais en plus, il pourra peut-être potentiellement ne pourra plus aller en classe. Oui, et puis alors, quand les parents sont vaccinés, eux, je sais qu'il y a des polémiques qui arrivent là dans les entreprises où on leur dit, mais si vous êtes vaccinés, globalement, vous retournez travailler, même si votre gamin, lui, pas vacciné, revient à la maison, on ne vous libère pas pour le garder. Voilà. Donc en plus, à mon avis, ça va être compliqué. Ça se fait facile. Les parents, il y a des parents qui tiquent à vacciner, qui hésitent, qui vous posent... Plus que pour eux, ils disent, bon allez, moi je veux bien le faire, mais pour mon... Racontez-nous un peu. J'ai eu énormément de questions en disant, moi je suis vaccinée, je ne suis pas anti-vax, mais pour les enfants, alors en particulier les parents d'enfants, de jeunes garçons, qui ont entendu parler de myocardite et qui s'inquiètent, qui se demandent si c'est pour la société ou pour les protéger eux. Ça, c'est des questions qui reviennent beaucoup. Mais en même temps, il faut leur faire comprendre qu'on l'a vu dans le reportage, c'est toujours la question du bénéfice et du risque. Alors, il y a bien sûr un bénéfice pour la société, mais si le virus circule énormément, on l'a dit, c'est des maths, 1%. Pour moi, le moindre enfant hospitalisé, soyons honnêtes, c'est déjà trop. Mais 1%, s'il y a 100 enfants
100 enfants, pardon. Ça fait un enfant, mais si on fait flamber les cas, en particulier chez les non-vaccinés, ça fait augmenter les hospitalisations. Et puis, il y a ces fameux Covid longs. Dans les derniers papiers, entre 8 et 14% d'enfants qui gardent des symptômes après de nombreuses semaines. C'est quand même énorme et sans aucun recul. Jean-Paul Hamon, à l'inverse, est-ce qu'il y a des enfants qui veulent se faire vacciner, mais c'est les parents qui rechignent. Alors, quand on a plus de 16 ans, on peut se faire vacciner, dites-moi si je dis une bêtise, à l'insu de ses parents. Oui. On peut y aller tout seul. Oui, c'est vrai. Vous allez peut-être en voir. Oui, il y a bien des jeunes filles à qui on prescrit la pilule sans que les parents le sachent. Donc, c'est prévu pour. Mais bon, c'est prévu par les textes. Mais pour revenir sur les myocardites, quand même, le risque, il est quand même minime parce que on sait que. La myocardite, c'est quoi? Alors, c'est une inflammation du muscle cardiaque. Ça fait mal. Et puis, bon, il peut y avoir des séquelles, mais enfin, qui sont quand même rares. J'ai eu un petit-fils qui en a fait une sans avoir été vacciné. Il n'y a pas de problème. Mais là, les consignes sont claires. C'est-à-dire que tous les adolescents, on doit leur faire un test sérologique rapide pour être sûr qu'ils n'aient pas été contaminés. Parce qu'on sait que les myocardites surviennent dans un cas sur 150 000 si on fait une deuxième dose à un adolescent qui a fait la Covid. Donc, si vous voulez, déjà, un cas sur 150 000, si les gens l'ont fait, qu'on leur fait une deuxième dose. Donc, ça veut dire que les risques de myocardite chez un vaccin, chez les gamins, sont infiniment moins grandes que 150 000. Donc, le risque est absolument minime. Un enfant covidé, on sait qu'il termine. Il y a très peu de chances de terminer à l'hôpital, mais il peut avoir les séquelles, genre perte de goût, etc. Oui, c'est le cas. Voilà, la jeune fille qu'on a vue là, dans votre reportage, on en a quelques-uns comme ça qui ont eu ce qu'on appelle des Covid longs. Professeur Odile Launay, le conseil scientifique dit, alors notamment chez les moins de 12 ans qui eux ne sont pas vaccinables, il dit dans cette population non vaccinée, le risque de circulation intense du virus à la rentrée est très élevé. Est-ce que quand même le retour des enfants à l'école, à 30 par classe, à la cantine, etc., à un moment on craignait, on sait que le virus circule 5 fois plus chez les 0-19 ans, on craint une explosion des contaminations? Oui, le virus va circuler, ça, il n'y a pas de discussion. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vacciner les enfants de moins de 12 ans, puisqu'on n'a pas les données suffisantes pour le faire. Comme disait le docteur Hamon, c'est un bénéfice-risque. Quel est le bénéfice pour l'enfant, mais aussi quel est le risque? Aujourd'hui, les données chez les enfants sont encore très peu nombreuses. Et l'agence américaine, la FDA, a demandé à avoir plus de données pour pouvoir se positionner sur une autorisation de mise sur le marché pour les enfants, parce qu'on sait que le risque de faire un Covid grave est beaucoup plus faible chez les plus jeunes. Donc, avant de partir sur une vaccination des plus jeunes, il faut vraiment qu'on ait toutes les garanties en termes de sécurité du vaccin. Pour les plus âgés, vous l'avez dit, le risque principal, c'est les myocardites, essentiellement chez les hommes jeunes, plus spécifiquement après la deuxième dose. Et les Israéliens ont rapporté très récemment des données qui montrent que ce risque de myocardite est largement plus important après une infection qu'après la vaccination. Donc, malgré ces myocardites, et elles existent, il faut les reconnaître, le bénéfice reste complètement à la vaccination. Pour les enfants, il faut attendre d'avoir les données pour savoir si on aura la possibilité de les vacciner. Je trouve que c'est rassurant, c'est-à-dire qu'on ne se précipite pas pour vacciner les enfants, même si on sait que le virus va circuler, parce qu'on a besoin de savoir, sur un nombre suffisamment important d'enfants, quel est potentiellement le risque et quels sont les effets indésirables. Professeur Odile Launay, jusqu'à présent, et Dieu merci, les enfants ne font pas de forme grave du Covid, ils ne terminent pas à l'hôpital. Est-ce qu'on peut craindre un jour qu'un variant... D'abord, est-ce qu'on sait pourquoi les enfants sont épargnés de la sorte? Et est-ce qu'on peut craindre qu'un variant fasse qu'il soit aussi méchant pour les personnes âgées que pour les petits-enfants? Alors, il y a plusieurs explications au fait que les enfants fassent moins de formes sévères, et en particulier des explications sur les préinfections par les coronavirus saisonniers avec des immunités plus fortes. Donc ça, c'est une des explications. Il y a aussi des explications sur la maturation de leurs cellules respiratoires et la réceptivité justement à ces variants. Pour l'instant, c'est les éléments qu'on a, mais c'est vrai que c'est plutôt, on aurait pu être inquiet, parce que par exemple pour la grippe, on sait que les enfants de moins de 2 ans, et en particulier les moins de 1 an, sont à risque important de faire des formes graves. Donc pour l'instant, en tous les cas, avec les virus qui circulent, alors on n'est jamais à l'abri de variants, mais les coronavirus sont moins souvent responsables de formes graves chez l'enfant que chez l'adulte. Et ça devrait rester, c'est un petit peu dans l'ADN du coronavirus? Je crois qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire des prévisions avec ce virus. Ce qu'il faut, c'est être en mesure de surveiller. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde entier s'est mobilisé pour produire le plus rapidement possible des données. On a parlé d'Israël. Israël, ils ont vacciné très tôt, donc c'est eux les premiers qui sont capables de nous dire attention, l'immunité baisse au fur et à mesure du temps, le variant Delta est moins bien couvert, il faut faire une dose de rappel. Voilà, il y a
une communication internationale qui est très intense et qui permet d'avoir au fur et à mesure les informations sur ce qu'on sait et ce qu'on va savoir avec le temps. Docteur Rossineau, on sait que les enfants font des formes asymptomatiques. Est-ce qu'on sait s'il y a beaucoup d'enfants qui ont eu le Covid, qui ne le savent pas, qui sont peut-être immunisés mais de façon très naturelle? Et est-ce qu'avant de les piquer d'ailleurs, on regarde s'il y a des anticorps et en disant mais non, mais toi, on n'a pas besoin de te vacciner, tu l'as eu, tu ne le sais pas, mais tu as déjà eu le Covid. Ceux qui ont plus de 12 ans, c'est ce que disait le docteur Hamon, quand ils arrivent au centre, ils ont leur test sérologique, donc on sait s'il y a une dose ou deux, donc s'ils l'ont eu ou pas. On leur fait un test sérologique avant de les vacciner, pour voir s'il y a des anticorps. Et ils sont très surpris d'apprendre, quand vous leur dites, mais tu as déjà eu le Covid et tu ne le sais pas? Souvent. Je ne sais pas chez vous, mais c'est en général, ils sont contents de se retrouver avec une seule piqûre, elle est déjà faite, finalement, ça y est, c'est fini. Oui, parce que si on a déjà eu le Covid, une dose suffit pour avoir le schéma complet. La question, c'est sur les moins de 12 ans, parce qu'on ne fait pas de sérologie là, sur les moins de 12 ans, donc on saura si un jour on les vaccine et qu'on leur fait dans ces cas-là des sérologies, on le saura à ce moment-là. Après, sur les enfants, c'est vrai que le virus va là où il y a de la place libre, et comme les moins de 12 ans sont non vaccinés, la place est libre pour le virus. Après, moi, ce qui me surprend quand même dans le protocole national qui a été mis en place à la rentrée, c'est son uniformité, quel que soit le territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Occitanie, en PACA, en Corse, le taux d'incidence est supérieur à 200, ce qui était quand même un seuil d'alerte qui a été fixé au printemps dernier. Donc, que ce soit dans ces départements-là ou en Bretagne ou dans d'autres départements, le virus dans les règles régions, à l'école sont les mêmes. Les règles à l'école sont les mêmes. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant de ne pas adapter le protocole au taux d'incidence des régions concernées. Voilà, on verra si les choses évoluent en fonction du nombre forcément plus important de contaminations chez les enfants dans les semaines à venir. Alors on l'a dit, la vaccination reste la meilleure arme pour lutter contre l'épidémie, mais où en est-on de la recherche sur les traitements? Plusieurs médicaments sont actuellement à l'étude. C'est un sujet particulièrement sensible, entre fausses informations et polémique. Vous voyez ce sujet de Magali Lacrose et Benoît Thébault. Une affaire inquiétante qui prend de l'ampleur. Un médicament fait de plus en plus d'adeptes alors qu'il est censé s'adresser aux animaux. Depuis quelques semaines en Amérique, c'est la ruée sur l'ivermectine. Ce vermifuge pour les chevaux serait efficace contre le Covid. Vanté par un influenceur américain, miraculeusement soigné, affirme-t-il. Recommandé par Ron Johnson, sénateur républicain. Pourtant, aucune preuve n'existe. Ce remède inquiète profondément les scientifiques. Vous n'êtes pas un cheval, vous n'êtes pas une vache. Sérieusement, arrêtez. 88 000 prescriptions ont été enregistrées la semaine dernière, selon le New York Times. Les pharmacies sont prises d'assaut comme celle-ci, à Las Vegas. Un client m'a dit que sa femme voulait être soignée à l'ivermectine. Je lui ai tout de suite montré la mise en garde que j'avais affichée et je lui ai dit « Attention, ce n'est pas prudent de prendre ça ». Il m'a dit « J'en ai déjà pris, le seul effet secondaire, c'est que je ne voyais plus clair le matin ». C'est un effet secondaire très inquiétant. Il ne devrait pas en prendre. Pourquoi les gens se ruent là-dessus? C'est parce qu'ils cherchent un remède rapide. Ils espèrent tomber sur un produit miracle qui les soignerait du Covid, alors qu'il n'y a aucune preuve scientifique. Le danger, c'est que c'est contre-indiqué pour soigner le Covid. Un an après le feuilleton sur l'hydroxychloroquine, l'ivermectine fait aussi des émules en France. Certains y voient une alternative à la vaccination qu'ils refusent. Nous ne pensons pas que des mesures restrictives, toujours restrictives, encore plus restrictives, résoudront un problème qui, somme toute, nécessite surtout la promotion des traitements qui existent, qui marchent. Mais nous constatons juste que le gouvernement s'acharne à ne pas promouvoir ces traitements. Pourquoi vous n'accélérez pas les recherches sur les produits qui permettent de réduire les formes graves, notamment l'ivermectine? Vous voyez, donc, ils sont dans la gesticulation. Moi, je suis dans la proposition. D'autres traitements médicaux contre le Covid sont actuellement à l'étude, en phase de développement clinique. Parmi eux, des médicaments américains, suisses, suédo-britanniques et français, qui pourraient être utilisés en appui de la stratégie vaccinale avant la fin de l'année. À Besançon, des essais ont été réalisés sur certains patients, avec l'un de ces médicaments fabriqués par un laboratoire suisse, jugé prometteur par le corps médical de l'hôpital.
Les résultats qu'on retrouve, il faut dire que ce traitement donne l'impression vraiment qu'il marche. Et on est convaincu aujourd'hui avec les chiffres qu'on a. Déjà, c'est ce qu'on avait. On était convaincus personnellement au lit du malade, mais on est convaincus par les chiffres qui ressortent de cette étude que des patients ne sont pas décédés ici à la HNFC parce qu'on a utilisé ce traitement. Pour l'heure, aucun traitement n'est encore validé. Mais pour le président du conseil scientifique, c'est en bonne voie. La capacité d'avoir 1 ou 2 médicaments antiviraux qui seraient... Donc, on vous testerait, vous prendriez 4 comprimés par jour pendant 5 jours, ça empêcherait d'évoluer vers une forme sévère ou grave, et ça empêcherait de contaminer les autres. C'est ce qu'on appelle une stratégie de test and treat. Évidemment, ça ne va pas en compétition par rapport au vaccin, mais ça vient en addition. La science est en marche. La Commission européenne pourrait autoriser d'ici l'automne 3 de ces nouveaux médicaments contre le Covid, une fois qu'ils seront reconnus par les scientifiques. Alors Jean-Paul Lamont, est-ce que vraiment il y a quelques médicaments qui fonctionnent? Parce qu'on a l'impression, en regardant le sujet, qu'en fait il y a beaucoup de... On se persuade qu'il y a des traitements miracles, et puis en fait on a vu dans le sujet cette pauvre fille qui disait le lendemain je voyais plus rien. Non, mais sur l'ivermectine, c'est un traitement qui est connu. C'est du Stromectol. Ça marche? On traite la gale avec ça. On traite pas la Covid. C'est sûr que... Vous prescrivez des remèdes? Le Stromectol, on en donne aux gens qui ont la gale. On le donne pas aux gens qui ont la Covid. C'est clair. Enfin bon, il y en a quelques-uns qui le font, mais bon, les études montrent que c'est pas efficace. Quelqu'un qui a le Covid, qui a des difficultés respiratoires, vous lui dites quoi? Vous lui prescrivez quoi, docteur Rossineau? Rentrez chez vous. Moi, je suis médecin de santé publique. Ouais. Je lui prescris rien. je l'envoie chez ma consoeur juste à côté. Alors, professeur Odile Launay, quelqu'un qui est covidé, qui dit je vais rentrer chez moi, mais je respire mal. Qu'est-ce que vous me conseillez? On a maintenant quand même des traitements. En fait, il y a 2 catégories de traitements. Il y a des traitements spécifiques, donc les antiviraux, les anticorps monoclonaux, et puis il y a des traitements non spécifiques qui vont agir essentiellement sur l'inflammation. Donc ces traitements, c'est quoi? C'est les corticoïdes et puis c'est certains anti-inflammatoires qui étaient utilisés dans d'autres applications et pour lesquels on a pu montrer qu'ils avaient un intérêt pour éviter les formes graves. Les anticorps monoclonaux, c'est des bonnes nouvelles. C'est en fait chez des gens qui ne répondent pas bien à la vaccination, et c'est le cas en particulier des immunodéprimés, on peut leur administrer ces anticorps. Ce sont des associations d'anticorps et qui maintenant ont montré leur efficacité non seulement si on les donne très précocement chez des gens qui ont des risques de faire des formes graves pour éviter la survenue de formes graves, mais également chez les gens qui sont hospitalisés. Et puis là, ce qu'on vient d'avoir, c'est qu'on peut les donner très en amont, c'est-à-dire soit en prophylaxie, chez des gens qui n'ont pas répondu à la vaccination. Comment ça se prend, ça, d'ailleurs? C'est un cachet qu'on avale? Non, c'est des administrations en sous-cutané ou en intraveiné. Ah oui, d'accord. C'est des traitements. C'est à l'hôpital. C'est des traitements lourds, c'est des traitements très coûteux. Ah ouais. C'est en aucun cas des traitements qui vont permettre de remplacer la vaccination, mais qui viennent en plus chez des gens pour lesquels on sait que le vaccin marche moins bien, qui n'ont pas répondu à la vaccination. Donc ça, c'est vraiment une avancée majeure, parce qu'on n'avait pas ça il y a seulement quelques mois. Donc ça change complètement la prise en charge. Et puis après, il y a des médicaments qui sont ce qu'on appelle les antiviraux, donc qui vont être vraiment actifs sur le virus. Mais on sait que pour mettre au point ces médicaments, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années. Si on reprend ce qui s'est passé pour le VIH, par exemple, entre le début de l'épidémie en 81 et puis la mise à disposition des antiprotéases et des trithérapies, il s'est passé presque 15 ans. Alors j'espère que ça sera plus rapide avec les antiviraux, mais ça veut dire qu'il faut redémarrer à zéro. Et là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de repositionner des médicaments, l'hydroxychloroquine ou encore l'ivermectine, qui sont des antiparasitaires, en se disant ça a l'air de marcher sur le virus en culture, on va essayer de le faire chez l'homme. Sauf que entre la quantité de médicaments qu'on met sur les cultures et puis ce qu'on peut réussir à administrer, ça n'a rien à voir. Jean-Paul Lamont, quand vous avez un patient, il apprend qu'il a le Covid, vous lui dites quoi? Vous lui dites rentrez chez vous, et puis à partir de quand je dois m'inquiéter, à partir de quand je dois aller à l'hôpital, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que vous lui dites? Si c'est passé, je pense, au dernier que j'ai fini par hospitaliser. On l'a gardé pendant quelques jours à la maison. Il avait son oxymètre, il surveillait... Donc il a une machine qui mesure... C'est pas une machine, c'est un truc qu'on met au doigt. C'est très petit. Maintenant, presque tout le monde en a. Et ça, il y a eu un boom là-dessus. On vérifiait son oxygène dans le sang. Et puis, à un moment donné, c'était un type diabétique qui était à risque, etc. Et puis, au bout de quelques jours, c'était toujours en communication avec le médecin hospitalier. On dit, bon,
le garde à la maison, il était chez lui, il était complètement isolé. Et puis à un moment donné, son oxymétrie a baissé, donc on l'a hospitalisé. Et puis après, il est allé en réanimation, il a fait quelques jours de réanimation. Et puis il a été hospitalisé quelques jours, il est rentré chez lui tranquillement, on s'en est bien sorti. Mais c'était quelqu'un, à un moment donné, même avant même qu'il soit hospitalisé, avant que son oxymétrie baisse, on avait discuté avec le médecin hospitalier et on l'avait mis sous anticoagulant, sous piqûre pour éviter justement les embolies. Donc on était très attentifs. Ce type-là, on l'avait au téléphone 3 fois par jour. Et puis il a été hospitalisé au bout d'une semaine, tranquillement, il a été pris en charge et il n'a été tranquillement, ça veut dire que l'hospitalisation, la prise en charge des malades du Covid à l'hôpital s'est nettement améliorée. On fait aujourd'hui, clairement, les gens meurent infiniment moins. Parce qu'on prend mieux en charge, on met de l'oxygène sous pression. On met de l'oxygène, on les met sous anticoagulants, et puis après, il y a des traitements qu'on vient... Les corticoïdes, on sait mieux les ventiler, on les intube beaucoup plus tardivement, donc oui, la mortalité a baissé, mais ça reste quand même une maladie grave. Je crois qu'il ne faut pas non plus laisser croire que maintenant, tout le monde est pris en charge et guéri sans séquelles. Il y a des séquelles, il y a des gens qui sortent avec des difficultés respiratoires, des difficultés à la marche, des problèmes neurologiques. Enfin, un passage en réanimation, c'est en général lourd de conséquences. Donc, on a amélioré le pronostic de ces malades, mais ça reste une pathologie lorsqu'elle nécessite l'hospitalisation en réanimation, qui est une pathologie lourde. Et puis les gens ont peur quand ils apprennent qu'ils ont le Covid et qu'ils se disent ou ils s'imaginent absolument pas terminer comme ça. Pas tous. Pas tous. Très sincèrement, il y a vraiment de tout. Il y en a qui s'isolent correctement, qui font ce qu'il faut et que quand même ça secoue un peu, ça dépend aussi s'ils sont asymptomatiques ou s'ils ont déjà du mal à respirer. Il y en a qui s'en fichent complètement. J'ai des confrères qui m'ont dit avoir croisé des patients qu'ils savaient positifs à la boulangerie ou en train de faire leurs courses derrière. Claquer la bise à la voisine. On peut absolument rien dire, il y a le secret médical là-dessus. Mais vous ne pouvez rien dire et ça vous démange par moment? Alors, on peut rien dire, il y a le secret médical, mais je pense que c'est important de rappeler aux gens que même si c'est très désagréable de le penser, ça peut tous nous arriver, personne n'est à l'abri malheureusement d'une forme sévère, beaucoup de personnes qui se sentent quand même invincibles, surtout chez les moins de 50 ans, alors qu'on le voit aujourd'hui dans les réa, malheureusement, il y a aussi des patients qui sont graves. Il n'y a pas de complot non plus. On a tous intérêt à ce qu'on s'en sorte le plus vite possible. Politique comme médecin, comme tous, ça n'amuse personne, cette histoire. Donc, on ne garde pas des traitements pour nous. On n'empêche pas les gens de se faire soigner. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Le variant mu risque-t-il d'être dominant en France dans les prochains mois? Le Delta, il avait commencé comme ça, tout doucement, 1%, 2%. Maintenant, c'est 98%. Oui, mais là, le variant mu, il est là déjà depuis plusieurs semaines. Et pour l'instant, il n'a pas du tout l'avantage par rapport au variant Delta. Il y a une compétition entre variants, en fait? Non, en fait, le variant qui va prendre l'avantage, c'est celui qui est le plus transmissible. C'est assez mécanique, en fait. Donc, plus il est transmissible, plus il va se diffuser. Et voilà. Donc, pour l'instant, il semble que le variant mu soit moins transmissible et ne prenne pas du tout l'avantage sur le variant Delta. Alors, ce qui se passe en Colombie, c'est probablement qu'il y a eu à un moment un cluster qui a favorisé la diffusion de ce vaccin dans une population qui n'était pas vaccinée. Il y en a d'autres qu'on surveille à côté du mu? Il y a un nouveau variant sud-africain, C.1.2, mais qui est pour le moment, c'est vraiment tout au début. On connaît très peu de choses. Voilà, et pourquoi il y a autant de variants comme ça? En fait, en passant d'une personne à l'autre, de toute façon, le virus peut muter. Voilà. C'est des virus qui ont des capacités de mutation et qui vont en fait muter pour justement gagner un avantage. Et l'avantage, avant tout, c'est un avantage en transmissibilité. Donc, plus on vaccine, plus le variant va essayer de... Non, ça, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est le sujet de l'échappement immunitaire. Mais pour l'instant, c'est avant tout une évolution naturelle du virus. On a d'abord eu la première souche, et puis ensuite le variant alpha, qui était beaucoup plus transmissible que la souche originale, et puis ensuite le variant delta. Voilà, celui qui prend l'avantage, c'est celui qui se répand le plus facilement. En Israël, où la couverture vaccinale est large, comment explique-t-on ce grand nombre de contaminés actuels? C'est vrai que la vaccination est comparable à celle de la France. Oui. Alors les hypothèses, c'est que sans doute le virus s'est disséminé rapidement chez les plus jeunes, non vaccinés, et que c'est comme ça que le virus a recirculé. Et c'est ce qu'on craint clairement en France. C'est pour ça que la vaccination doit augmenter. Mais en un mot sur le variant mu, en ce moment, on ne peut pas dire qu'il y a de cas de variant mu en France. Je pense qu'il faut être rassurant pour ceux qui nous regardent. Une colle pour vous, Sophie Orange. Allez, je prends, j'essaye. Comment faire en classe de 6e où la moitié des enfants ont moins de 12 ans, donc ils ne peuvent pas être vaccinés, non. et l'autre moitié ont plus de 12 ans?
Bon courage aux proviseurs et aux profs et aux parents qui vont se mettre en colère. Mon fils a 12 ans le 15 janvier, mon fils a 12 ans le 12 octobre. Oui, non, franchement, la phase charnière, c'est très compliqué. Et un enfant qui a 12 ans demain, là, par exemple alors... Mais il va se faire vacciner s'il a envie de se faire vacciner, si ses parents sont d'accord. Et oui, mais il n'aura pas son pass avant un mois. Donc pendant un mois... Non, il faudra qu'il retourne à la maison pour suivre les cours. Voilà, mais chez les enfants, après... C'est 7 jours, hein, donc voilà, c'est pour les enfants qui ne seront pas à l'école, c'est pas non plus 6 mois de cours qu'ils vont rater, ils rattraperont grâce aux copains qui leur enverront les devoirs. Les prochains vaccins Sanofi, par exemple, seront-ils conçus contre les variants connus et mis à jour chaque année ? Professeur Odile. Alors, Sanofi développe un vaccin donc, qui repose sur une technologie plus classique, qui est la technologie utilisée pour le vaccin hépatite B, par exemple. C'est pas ARN, donc. C'est une protéine recombinante avec un adjuvant. Donc, c'est des vaccins qu'on connaît depuis très longtemps. Et ils ont 2 candidats vaccins différents. Ils ont un candidat vaccin, une protéine qui est développée à partir de la protéine spike du virus original. Et dans le même temps, ils développent un vaccin orienté vis-à-vis du variant sud-africain. C'est celui qui est moins bien contrôlé par l'immunité vaccinale. Et donc les essais sont en cours. Pour l'instant, c'est trop tôt pour donner les réponses. Mais oui, d'emblée, maintenant, les industriels développent des vaccins vis-à-vis des variants. Jean-Paul Hamon, le fait que le vaccin Sanofi soit non ARN, ça peut convaincre certaines personnes qui ont peur de ce non ARN de se faire vacciner ? Non, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont pro-vaccin français, et donc ça permettra peut-être de gratter un peu 2-3% de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner avec de l'ARN. On a un petit espoir d'augmenter la capacité de vaccination avec ça, mais c'est dommage d'attendre aussi longtemps. Ça ne va pas être avant début 2022. Oui, et c'est donc, ce que je pense crois aussi, y compris le PDG de Sanofi France s'est exprimé en disant qu'il ne fallait surtout pas attendre. Après, c'est des vaccins qui pourront être utilisés en rappel, puisqu'on voit bien qu'on va avoir des rappels. Mais surtout, il ne faut pas attendre ces vaccins. Ça n'a aucun sens. Et pour revenir sur les vaccinations à l'école, il faut absolument instaurer des vaccinations dans les lycées. Alors, ils vont le faire. Hein, il y en aura. Ça va être moitié-moitié entre dans les lycées, collèges, ou en tout cas plusieurs lycées-collèges qui vont mutualiser. Dans les cours de récréation, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une stigmatisation des non-vaccinés ? Est-ce qu'on frime quand on est vacciné ? Comment ça se passe ? C'est la grande question, j'imagine. Tu as été vacciné, toi, non, mais mes parents ne veulent pas. Oui, ça va forcément créer des débats parmi les ados, comme ça en crée dans les familles. Dans les familles, entre les parents, les enfants. Voilà, je pense que certains déjeuners d'été ou dîners d'été ont été animés. Pour les sorties scolaires, on va exiger peut-être la vaccination ou la passe sanitaire. De toute façon, les sorties scolaires, clairement, depuis 18 mois, elles avaient quasiment disparu. Donc c'est vrai que là, il y a un espoir d'en remettre en place. Mais je pense que ce sera plutôt en début 2022 que maintenant. Alors, comment se passent les repas à la cantine dans les écoles ? Distanciation physique, jauge, roulement sur plusieurs services. Sophie Orange, là, il n'y a pas de geste barrière à la cantine. Alors, chez les moins de 12 ans, c'est open bar pour le virus, là. Le protocole, c'est exactement la même chose depuis 1 an et demi. C'est-à-dire qu'à la cantine, les enfants sont sans masque, ils sont serrés. Alors, dans les écoles, les règles, ce sont quand même de ne pas brasser les élèves. C'est-à-dire que normalement, les élèves doivent manger toujours à côté du même élève, justement, pour éviter que quand on a un qui est malade, toute la classe, voilà. Mais clairement, alors après, il y a certaines écoles, certaines communes qui ont acheté des capteurs de CO2 pour justement, parce que c'est quand même des endroits peut-être pas forcément faciles à ventiler, donc pour connaître le niveau d'alerte et puis vraiment faire un gros effort sur l'aération. Mais clairement, c'est un petit peu comme dans les cantines d'entreprise. C'est la même chose. Puisqu'on parle de cantine, le goût, cette histoire, on a beaucoup parlé au début du Covid qui faisait qu'on perdait le goût. On finit dans la plupart des cas par le retrouver, le goût. Oui, on le retrouve, mais pour revenir sur... Là, moi, je sais pas, il faut qu'on parle des purificateurs d'air, quoi. Les écoles... Il y a tout et n'importe quoi. Non, mais dans les purificateurs d'air, oui, mais là, il y a des purificateurs d'air qui sont capables de sécuriser des locaux de 50 mètres carrés sur une hauteur de 2,50 m, qui détruisent le virus à l'intérieur de l'appareil. Quand on peut sécuriser des classes, des petits commerces, tout ce qui peut réduire, même si c'est pas parfait, tout ce qui peut réduire la circulation du virus dans des lieux clos, je n'arrive pas à comprendre comment on n'investit pas dans ces purificateurs d'air. Professeur Odile Launay, qu'est-ce que cela veut dire concrètement lorsque l'OMS classe un variant à suivre ? C'est en fait le fait que ce virus en Colombie est responsable d'une épidémie très importante. Donc il est tout à fait normal de s'intéresser à ce variant, ses caractéristiques, à la fois en termes de virulence, de transmissibilité et puis de contrôle par l'immunité vaccinale. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire attention, il se passe quelque chose, il faut être vigilant par rapport à ce variant et regarder s'il va prendre le pas sur le variant actuellement qui est majoritaire, qui est le variant Delta. Mais comme on l'a dit, pour l'instant, il faut savoir que ça reste vraiment localisé à l'Amérique du Sud et à la Colombie, et qu'en France, alors qu'il circule et qu'il y a des cas de temps en temps depuis plusieurs semaines, il n'a pas du tout pris le pas sur le variant Delta.
À quand la 3e dose pour les plus de 65 ans ? Maintenant. Alors, c'est Dès maintenant aujourd'hui. depuis le 1er septembre. Le rappel. Dès aujourd'hui. Et voilà, ça a commencé cette semaine. Hein. On prend rendez-vous Et voilà, sur... sur Doctolib ou plateforme Doctolib. sur Maya, Caldoc. Sur Doctolib, il y a eu 300 000 rendez-vous qui ont été pris cette semaine. Les vaccinations commencent. Sans comorbidité, juste voilà, l'âge 65 ans. suffit. Voilà. Et après, dans les EHPAD, le dispositif est un petit peu différent puisque les vaccins seront livrés à partir du 11-12 septembre. Donc ça commencera effectivement le 13 septembre dans les EHPAD qui ont été vaccinés les premiers. Mais pour les gens de plus de 65 ans et qui ont eu il y a 6 mois, pas il y a 3 mois, il y a 6 mois une deuxième dose ou Covid plus une dose peuvent se faire vacciner. Et vous le recommandez, professeur Odile Launay, vraiment de le faire parce qu'il y a des plus de 65 ans qui se croient protégés avec leur 2 doses et en fait, ils ont une chute. En fait, ce qui nous a un petit peu alertés, c'est les données israéliennes dont on a parlé. C'est-à-dire Israël, ils ont commencé fin décembre 2020. Mais ils ont vacciné très très vite avec une couverture vaccinale très élevée et ils ont des chiffres qui montrent que plus on est à distance de cette vaccination et plus il y a des échecs. Alors pour l'instant, ce n'est pas des échecs graves, c'est des formes qui sont peu sévères, mais malgré tout, ça favorise la circulation du virus. Donc oui, et par ailleurs, ils montrent aussi que cette 3e dose, cette dose de rappel, elle est bien tolérée parce que ça pouvait être un problème. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a les arguments qui justifient cette dose de rappel. Si on est vacciné au Pfizer, il faut continuer au Pfizer ou on peut interchanger avec le Moderna ? Ça peut être interchangé avec un vaccin ARN. Et puis ça va se percuter avec la vaccination contre la grippe, que les médecins généralistes connaissent bien, à partir du 23 octobre. Donc là, il y a 2 consignes de la HAS, de la Haute Autorité de Santé. Soit on vaccine en même temps, un bras gauche, un bras droit, soit on attend 15 jours entre les 2 piqûres. Mais voilà, après, les pharmaciens, les médecins choisiront leur organisation. Alors juste, c'était la question, y a-t-il un vaccin prêt contre la grippe cette année ? Vous en avez très peu fait, je crois, l'an dernier, des vaccins contre la grippe, parce qu'il n'y avait pas de grippe. On n'a pas vu, de grippe. C'était ce qui était assez sympa. On n'avait pas vu de gastro-entérite. Les gens se lavent les mains. Et puis on n'a pas vu de grippe l'an dernier. Donc on va voir. Toutes les bonnes nouvelles. C'était de bonnes nouvelles. Sauf que pour faire le vaccin qui va arriver là dans l'hémisphère nord, il faut le faire sur les virus. Je parle sous le contrôle d'une grande infectiologue qui circule dans l'hémisphère sud. Sauf que dans l'hémisphère sud, il n'y en a pas eu non plus. Alors comment on fait pour faire ce vaccin anti-grippe si on n'a pas le virus pour le fabriquer ? Chaque année, il y a un pari. Donc là, c'est un vaccin qui va être assez semblable à celui de l'année dernière, puisque les virus, comme vous le dites, ont quasiment pas circulé. Donc sur 2019, il va être calé. Voilà. Et aujourd'hui, personne ne sait pourquoi le virus de la grippe ne circule pas. Alors, comme le dit le docteur Hamon, il y a bien sûr les gestes barrières, mais ça n'explique probablement quand même pas tout. On ne sait pas du tout comment va évoluer l'épidémie de la grippe. Et c'est pour ça qu'on encourage les gens à se faire vacciner, même si depuis un an, on n'a pas vu de grippe. Alors, il reste peu de temps. Pourtant, la question est compliquée. En quoi consistent précisément les traitements par anticorps monoclonaux Ronaprev ? C'est une association d'anticorps monoclonaux qui, en fait, chez des gens qui ne développent pas d'anticorps avec leur propre système